nous avons fait en sorte de donner une information la plus large possible sur le territoire, en espérant qu'il y ait foule à notre réunion. Nous sommes relativement satisfaits parce que vous êtes là. Voilà. Donc je vais quand même vous faire une présentation succincte de Martine, peut-être que tout le monde ne la connaît pas. Donc à ce titre, je vais vous la présenter rapidement. Martine, elle est native de la région parisienne et plus particulièrement à Boulogne-Billancourt. Lors de ses études... C'est pas de chez la clinique. Ah oui, mais c'est le lieu où tu es née, ma belle. Hein, voilà. Lors de ses études, elle s'est impliquée fortement dans le syndicalisme étudiant. Et en mai 68, dont on fête cette année le cinquantenaire, elle s'est aussi impliquée plus tard dans les luttes féministes. Mais déjà, elle entamera une autre lutte contre les effets qu'elle considère comme néfastes de l'énergie nucléaire. Elle obtient un diplôme en économie. Elle est également fortement, comme vous l'avez compris, impliquée dans la bataille pour l'écologie, adhère au Vert en 1993, avant de devenir un peu plus tard conseillère de Paris dans le 20e arrondissement pendant 6 années, puis porte-parole de son parti. En désaccord avec l'évolution de ce dernier, qui a rejoint donc Europe Écologie, elle les quitte en 2009. Cette même année, elle défend une proposition de loi pour réduire l'empreinte écologique de la France et une autre pour instaurer la planification écologique. Plus tard, elle rejoint le parti de gauche où elle sera nommée coprésidente avec Jean-Luc Mélenchon. Lors des élections présidentielles de 2017, dont nous avons les uns et les autres contribué, elle est co-animatrice d'un des 40 livrets du programme L'Avenir en commun. Elle a donc été celui du livret planification écologique de la France Insoumise. Vous l'aurez compris, Martine trace toutes ses actions de son empreinte pour une transition écologique et énergétique. Nous aurons avec elle à réfléchir sur l'impact économique, culturel et social d'un tel objectif afin d'aboutir à un projet commun, réaliste et intégré par la plus grande partie de la population. Cela passe tout d'abord par une information vers les citoyens. Martine va donc vous faire un exposé d'une trentaine de minutes. À la suite, chacun sera invité à prendre la parole pour exprimer ses interrogations, ses points de vue, pour un débat interactif que nous voulons vivant et constructif. Nous la remercions par avance car son calendrier est extrêmement rempli. J'ai fait une faute d'orthographe. Hier à Saint-Malo, ce soir à Draveil, demain à Quincy, car la population doit entendre un autre point de vue que celui des sirènes proches du nucléaire. Mais pour informer le maximum de citoyens, c'est ce travail de fourmi qu'il nous faut ensemble réaliser afin que les petits ruisseaux deviennent une grande rivière, mais jamais un tsunami car il est trop dangereux. Je ne terminerai pas sans vous informer que chacun est invité à s'exprimer par un vote qui s'enregistre et que vous pourrez, certains d'entre vous, essayer de vous enregistrer si ce n'est pas fait, peut-être par voie Internet ou tout à l'heure directement la petite boîte qui est mise à votre disposition. Voilà, j'ai voulu faire court parce que je veux laisser plus de temps à Martine. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et tous. Alors, s'il y a cette campagne pour la sortie du nucléaire, c'est parce qu'en fait, c'est les Insoumis qui l'ont choisi. Et on a fait un vote au niveau de la France Insoumise où il y avait énormément de campagnes proposées. Bon, et celle-là est sortie dans les 3 campagnes retenues. Ce que je trouve assez super, je dois avouer. En plus, parce que certains nous disent, mais pourquoi tout d'un coup le nucléaire? Alors d'abord, c'est vrai que là, on a, mais comme tous les ans, le 11 mars, donc, qui est l'anniversaire de la catastrophe, enfin du début de la catastrophe de Fukushima, parce qu'elle n'est pas terminée. Bon, ça se termine le 26 avril, c'est Tchernobyl, de sinistre mémoire aussi. Mais il y a aussi d'autres raisons. Bon, il y a le problème de Bure, et avec l'intervention policière pour faire évacuer ceux qui refusent le site d'enfouissement, j'y reviendrai. Et puis on a, ce qui est pour l'instant moins connu dans le grand public, mais on va avoir à la fin de l'année un débat public avec un vote au Parlement sur ce qu'on appelle la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie,
qui est une conséquence de la loi de transition énergétique qui a été votée en 2015, donc sous le précédent gouvernement. Et cette fameuse PPE, donc, doit notamment mettre normalement en œuvre les grands axes qui ont été arrêtés dans cette fameuse loi de transition énergétique, dont la réduction de la part du nucléaire de 75% à 50% d'ici 2035. Bon, mais vous savez que ce gouvernement a déjà annoncé que de fait, il ne respecterait pas la loi. J'y reviendrai. Donc voilà, donc c'est quand même un ensemble qui, du coup, justifie le fait qu'on ait ce débat. Et je crois que pour celles et ceux qui en ce moment distribuent, tiennent des points de vote, ils se rendent compte que finalement nos concitoyens sont contents d'avoir cette discussion, d'avoir ce débat, parce que d'abord, en France, tout a toujours été fait pour qu'il n'y ait pas de débat sur le nucléaire. Il faut savoir que le premier débat au Parlement, c'est justement celui de 2015, sur la loi de transition énergétique. Sinon, il n'y a jamais eu de débat au Parlement sur les questions nucléaires. Ce sont des décisions qui sont des décisions prises d'en haut à chaque fois, sans, que le Parlement soit consulté, et alors encore moins les citoyens, évidemment. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu un consensus dans le pays pendant très longtemps sur la question du nucléaire, parce qu'on nous l'a vendu de plusieurs manières. On nous a vendu d'abord que le nucléaire, c'était l'indépendance de la France. Bon, ce qu'on peut à la limite dire, bon, ça a été vrai. La technologie, effectivement, ce sont des brevets qui ont été achetés à l'époque et donc qui appartiennent à des entreprises françaises. Il y avait de l'uranium avant, il y avait des mines d'uranium en France. Maintenant, il n'y en a plus, elles ont été fermées. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où en fait on importe l'uranium. Donc il n'y a plus d'indépendance du point de vue des matières premières nécessaires, de la matière première, de l'uranium, nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires. Et non seulement il n'y a pas d'indépendance, donc on l'importe de différents pays, dont un pays démocratique très connu qu'est le Kazakhstan, bon, ou du Niger, hein, où on importe un tiers de l'uranium utilisé en France, de la fameuse mine d'Arlit au Niger, qui est exploitée par Areva dans des conditions absolument scandaleuses. Scandaleuses pour les populations locales, scandaleuses pour l'environnement. Bon, c'est fait de telle manière qu'il y a une contamination radioactive très importante à la fois des terres et à la fois de l'eau, y compris, à des niveaux qui n'ont rien à voir avec les normes autorisées, quoi. Donc, non seulement donc, il n'y a pas d'indépendance du point de vue de la France, mais en plus, il y a une exploitation absolument scandaleuse d'un pays, en l'occurrence donc le Niger, avec, ce qu'il faut savoir, c'est que 13% des bénéfices vont au Niger. Donc, je dis, enfin, à l'État nigérien, aux populations locales qui sont par ailleurs des Touaregs, il n'y a rien, quoi. Donc voilà, donc déjà, sur cet élément de l'indépendance, ce n'est plus vrai. Ensuite, on nous a expliqué que le nucléaire était moins cher. Non. De fait, le problème, c'est que, est-ce que ça a été vrai à un moment? Peut-être, au moment où il y avait effectivement, notamment au moment de 73, hein, où on a la crise pétrolière avec le fait que les pays producteurs ferment le robinet, donc ça fait monter les prix sur le marché international. Donc à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'il y a le choix de lancer le plan nucléaire en France. Hein. C'est le fameux plan Mesmer qui prévoyait 170 réacteurs à l'horizon 2000. Heureusement, nous n'avons pas 170 réacteurs. Il y a eu pas mal de luttes qui ont empêché la construction d'un certain nombre. Je pense à Plogoff, qui a été la plus emblématique. C'était une centrale nucléaire, hein, au bout de la pointe du Raz. Il faut quand même oser. Bon, il faut souligner la lutte des femmes de Plogoff, d'ailleurs, à l'époque, hein, qui se sont, y compris battues, c'est le moins qu'on puisse dire, contre les gendarmes. Voilà. Donc il y a eu Plogoff, il y a eu le Canet, il y a eu le Pèlerin, qui ont été donc des tentatives de mettre des centrales nucléaires dans l'ouest de la France, notamment en Bretagne, ou au Pays de Loire, et qui n'ont pas abouti. Donc on n'est pas arrivé aux 170 réacteurs. Donc, bon, mais dans le coût, le problème, c'est qu'il y a plein d'éléments qui ne sont pas intégrés au coût du nucléaire. Ne sont pas intégrés le problème des déchets. Quand le programme est lancé, en 1973, donc par le CEA est tout à fait conscient du fait qu'il va y avoir des déchets. Mais il se dit, on trouvera. Les chercheurs, les ingénieurs trouveront une solution. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, on peut démarrer. Le problème, c'est qu'on est en 2018 et qu'on n'a toujours rien trouvé. Bon. Ensuite, ce qui n'est pas... donc, le coût des déchets n'est pas intégré au coût du nucléaire. Le problème, c'est qu'une centrale nucléaire, ça ne dure pas éternellement. Alors, quand elles ont été construites, elles ont été prévues pour 40 ans. Qu'est-ce que ça veut dire prévoir 40 ans? Ça veut dire qu'on prévoit que le béton, que l'acier, que les tuyauteries, tout ça,
peuvent résister à la radioactivité pendant 40 ans. Bon. Et aujourd'hui, partout dans le monde d'ailleurs, hein, les différents producteurs de nucléaire expliquent que non, on peut prolonger. Et donc en France, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va avoir plus de la moitié du parc qui va arriver aux 40 ans en 2028. On est déjà à 17 réacteurs qui sont à 37 ans, 19 réacteurs qui sont à 37 ans. Bon, donc la question se pose. Aux États-Unis, ils ont déjà prolongé, et eux, ils posent le fait de savoir s'ils ne prolongent pas pour 60 voire 80 ans. Donc évidemment, plus vous prolongez, plus vous amortissez la construction. Mais en même temps, il y a besoin beaucoup de travaux de remise à niveau. Donc ça, c'est un coût. Hein. Donc en France, c'est ce qu'on appelle le grand carénage, où la Cour des comptes a estimé que EDF sous-estimait les coûts, mais c'est comme d'habitude, hein, et que en fait, le coût du grand carénage, c'est 100 milliards d'euros. La Cour des comptes dit exactement 97 milliards. Donc ça, c'est un coût qui n'est pas intégré dans le coût du nucléaire. Autre coût qui n'est pas intégré, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'incidents. Il y a constamment des incidents. C'est-à-dire que notre problème aujourd'hui, c'est que nos centrales sont vieillissantes, comme je vous disais, non, et que donc, il y a constamment des interventions pour remettre à niveau, et que ça, c'est aussi un coût. Donc, ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est qu'en fait, les autres énergies, en dehors des énergies carbonées, donc les énergies renouvelables, ont beaucoup baissé au niveau des prix. C'est-à-dire que ce soit le photovoltaïque, que ce soit l'éolien, à partir du moment, et notamment le photovoltaïque, à partir du moment où la Chine a décidé d'investir massivement dans le photovoltaïque, alors la première conséquence, ça a été de casser l'industrie du photovoltaïque en France, qui existait. Hein. En 2012, pendant la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon, on faisait le tour des usines de production de panneaux photovoltaïques qui se battaient pour leur survie. Elles ont, hélas, pas réussi à survivre. Bon, et donc, il y a quasiment plus de production de panneaux photovoltaïques en France, mais c'est effectivement la Chine qui a la main sur la production. Mais elle a fait chuter les prix comme ça. Bon, on a un peu le même phénomène sur l'éolien. Donc, du coup, toutes les études, non seulement françaises, mais même l'Agence internationale de l'énergie, dit, des énergies renouvelables, dit que, à terme, le nucléaire est bien plus cher que les énergies renouvelables. On est, à l'heure actuelle, sur du nucléaire ancien, on est à des prix équivalents, mais sur le nucléaire qui doit normalement donc remplacer les vieilles centrales, donc c'est les fameux EPR, donc qui sont normalement conçus comme des centrales plus sûres, produisant moins de déchets soi-disant, et qui doivent donc remplacer celles qui seraient fermées. Le problème, c'est que là, au contraire, le prix flambe. Alors d'abord parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que l'EPR est un fiasco absolu. Puisque à chaque fois, les prix sont multipliés par 3, voire 4, que ce soit en Finlande, que ce soit en France. Et ensuite, la mise en service est, à l'heure actuelle, dans les deux cas, a pris 10 ans de retard. Donc c'est un coût supplémentaire. Donc voilà, donc tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le nucléaire est une énergie moins chère. Donc ça fait déjà deux éléments qui disparaissent. Ensuite, on nous a dit, je cherche dans quel ordre je vais le faire, je ne vais pas toujours dans le même ordre. J'ai fait l'indépendance, j'ai fait le coût. Alors sur le coût, il y a un autre aspect. On nous dit, oui, mais le nucléaire, c'est la seule façon de pouvoir faire face à l'augmentation de la croissance de la consommation d'électricité. Ça, c'est un argument qu'on voit de temps en temps avancer. Ce qui est un petit peu bizarre, c'est qu'il faut savoir que la consommation d'électricité en France est stable depuis 2010. Donc il n'y a pas de croissance de la consommation d'électricité. Donc avancer que le nucléaire est nécessaire par rapport à cette croissance, c'est une contre-vérité. Alors, donc ça c'est déjà sur des choses qui ont été beaucoup dites sur le nucléaire. Ensuite, l'autre aspect, c'est qu'on nous dit, mais le nucléaire, c'est une énergie propre. Et maintenant, c'est l'argument central de la poursuite, voire du renouveau du nucléaire. Je pense aux fameux 6 EPR pour l'Inde, ils ne sont pas encore vendus, hein, attention. C'est un pré-vente, hein, c'est pas signé le contrat. Bon, le fameux argument, c'est que c'est meilleur pour lutter contre les émissions de gaz à effet de serre et contre le réchauffement climatique. Alors ça, c'est vraiment un nouvel argument, parce que jusque-là, les pro-nucléaires
ne se préoccupait pas des questions de réchauffement climatique. Hein. Il défendait le nucléaire pour défendre le nucléaire, sur l'histoire, indépendance, prix moins cher, et ainsi de suite. Énergie sûre et tout ça. Là, il y a cet argument qui apparaît. Alors, reprenons d'abord sur l'énergie sûre. Donc, énergie sûre, bah, le problème, c'est que ça va un peu de l'aile après Tchernobyl et Fukushima. Alors, on nous a expliqué, bon, Tchernobyl, c'est l'Union soviétique, donc c'est pas fiable, bon, c'est spécifique. Bon, sauf que quand même, la zone contaminée à jamais est quand même très importante. Et puis, Fukushima, c'est la faute à pas de chance. C'est-à-dire, c'est le tremblement de terre d'abord, hein, et le tsunami après. Et ce qui est intéressant, vous avez vu donc celui qui était Premier ministre au moment de Fukushima, hein, au Japon, et cette semaine en France, et qui fait justement, il fait des conférences de presse un peu partout, et des conférences, il y en a une en ce moment ce soir, pour expliquer pourquoi il faut absolument sortir du nucléaire. Lui, il vient en plus de l'énergie nucléaire, et lui disait, mais il croyait beaucoup, hein, ça, que le Japon, c'était sûr, maîtrisait bien la technique, il n'y avait aucun problème. Ils avaient prévu le problème d'un tremblement de terre à Fukushima, parce qu'au Japon, tout le Japon est sismique, donc ils l'avaient intégré dans les risques. Et, voilà. Et la réalité a montré qu'ils avaient peut-être intégré, ils n'avaient pas intégré un tremblement de terre de la puissance de celui qui a eu lieu. Ils avaient bien intégré le risque de tsunami, mais ils n'avaient pas du tout intégré la hauteur des vagues de tsunami qu'il y a eu, hein, à la suite du tremblement de terre. Et encore, c'est lui-même qui dit d'ailleurs, dans cette catastrophe et dans ce malheur qui s'est abattu sur la zone de Fukushima, ils ont eu de la chance. Parce que vous savez que les problèmes de radioactivité suite à un accident nucléaire, ben, ça dépend de quel est le vent, quelle est sa force, et quelle est sa direction. Là, ils ont de la chance, les vents ont poussé la radioactivité vers la mer. Si le vent avait été en sens contraire, ce qui arrive, hein, c'est comme nous ici, hein, des fois il y a des vents de sud, des vents d'ouest, des vents d'est, et ainsi de suite, c'était Tokyo qui prenait. Et donc il aurait fallu évacuer 50 millions de personnes. Donc tout ça, c'est à un cheveu. Donc si vous voulez le résumer un peu, c'est que oui, on peut être pendant des années sans accident. Ça a été le cas pour le nucléaire, pendant des années il n'y a pas eu d'accident. Encore qu'il y avait quand même eu aux États-Unis, à Three Mile Island, un début de fusion du cœur du réacteur. Mais bon, ça n'avait pas été jusqu'au bout, donc la catastrophe a été plus limitée que Tchernobyl ou Fukushima. Le problème, c'est qu'on peut être pendant des années sans accident grave, et le jour où il y a l'accident, là par contre, c'est vraiment la catastrophe. C'est la catastrophe parce qu'une partie de l'espace devient invivable, à vie, quoi, parce que c'est des milliers d'années. Bon, et il peut y avoir des victimes, et puis ça chamboule la vie de toutes les personnes qui étaient dans la zone, que ce soit Tchernobyl, que ce soit Fukushima, comme il y a des zones qui sont maintenant interdites, hein, à la vue humaine, bah, ça veut dire que les gens sont obligés de refaire leur vie ailleurs, et ainsi de suite. Donc voilà pourquoi aussi c'est quand même très très grave d'avoir un risque d'accident. Alors, pendant très longtemps, le nucléaire français, je vais dépasser la demi-heure, le nucléaire français, le CEA, l'ASN, tout ça disait non mais il n'y a pas de risque d'accident. C'était vraiment, le nucléaire français est sûr. C'était très étonnant parce que c'est, bon, visiblement le Japon aussi disait la même chose, mais bon, j'ai été député de 2002 à 2012, et dans mon premier mandat, j'ai appartenu à la mission climat. La mission climat qui avait été mise en place de 2002 à 2007. C'est d'ailleurs très instructif parce que les 2/3 des députés présents dans cette mission étaient climato-sceptiques à l'époque. Et ce n'était pas lié au fait d'être de gauche ou de droite d'ailleurs, c'était très bien partagé sur tous les bancs. Bon. Et donc on a fait quand même des visites, on a été en Espagne par exemple. L'Espagne a des centrales nucléaires. Pas beaucoup, pas autant que la France, mais il y en a quand même, et qui commencent à être assez vieilles d'ailleurs. Et donc il y a un organisme qui est équivalent au CEA. Et cet organisme, dans les réunions de travail qu'on a eues, le directeur de cet organisme, lui, avait un autre discours. Il disait, l'accident est possible. Il faut prévoir qu'un accident est possible. Et il ne comprenait pas que les Français disent, il n'y aura jamais d'accident. Il disait, c'est impossible de dire qu'il n'y aura jamais d'accident. L'accident est possible, il faut espérer qu'il n'arrive jamais. Ce qui est déjà une autre façon d'aborder la question. Donc on nous a dit, donc, mais non, en France, nos centrales, elles, ça ne risque rien. Même après Tchernobyl, même après Fukushima, ça ne risque rien.
Notamment sur le thème de Fukushima, ben, on ne va quand même pas avoir un tremblement de terre et un tsunami de la force de ce qui s'est passé à Fukushima au niveau français. Bon. Sauf qu'on a le même défaut de nos centrales nucléaires par rapport à celle de Fukushima. C'est-à-dire que les centrales nucléaires, elles ont besoin d'être refroidies. Donc elles sont forcément au bord de fleuves ou au bord de la mer. Donc on a notamment deux qui sont au bord de mer. C'est la centrale du Blayais, à côté de Bordeaux, et la centrale de Gravelines dans le nord. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la centrale de Gravelines, elle est construite sur un polder. Et que le réchauffement climatique a cette conséquence de faire remonter la mer un peu partout. Et donc, la centrale de Gravelines commence à devenir un peu en situation compliquée par rapport à la montée des eaux. La centrale du Blayais, elle, ce qui lui est arrivé, c'est en 99, en décembre 99, au moment de la grande tempête. L'eau est rentrée dans la centrale et on a frôlé la catastrophe, et c'est grâce au personnel de la centrale qui a très bien réagi, qu'il n'y a pas eu d'accident. Mais vous allez me dire, bah, c'est normal, le personnel il est là pour ça. Oui, mais enfin, faire reposer toute la possibilité qu'il n'y ait pas d'accident sur le fait que quelques êtres humains aient la bonne réaction, c'est quand même prendre une très lourde responsabilité. Alors depuis, ils ont remonté la digue de protection, parce qu'en fait, la digue a été submergée. La digue de protection de la centrale au Blayais a été submergée par la montée d'eau. Donc on a ce problème, risque d'inondation, compte tenu du fait que ces centrales sont toujours donc, soit au bord de mer, soit au bord de fleuve. Mais à l'inverse, on a les risques de sécheresse pour les centrales au bord des fleuves. Et on a déjà eu des problèmes lors de canicules en France. C'est-à-dire, le problème, c'est que, normalement, il faut un certain débit dans les fleuves. Les centrales ne sont pas construites n'importe où sur les fleuves. Il faut un certain débit pour qu'elles puissent être refroidies. Bon. Mais, en cas de canicule, si on est sur en plus une période où déjà les nappes phréatiques étaient déjà en déficit avant, il y a les agriculteurs qui tirent aussi pour l'agriculture et tout, et donc on se retrouve dans des situations où on n'a plus de débit suffisant pour refroidir les centrales. À Chinon, par exemple, ça arrive aussi à Fessenheim d'ailleurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Normalement, ce qui est prévu, c'est qu'on arrête les centrales. On distribue des cachets. Voilà. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on suspend les normes pendant le temps de la canicule. À chaque fois, ce qui a été fait, c'est-à-dire des dérogations ont été données. Conséquence, évidemment, les fleuves sont particulièrement réchauffés, donc avec les conséquences en termes de biodiversité des fleuves. Donc voilà. Donc ça, c'est un élément qui, avec le réchauffement climatique, ne va faire que s'aggraver. La Loire, par moment, il n'y a pas beaucoup de débit dans la Loire. Bon. Voilà. Donc ça, c'est sûr, nos centrales en France sont-elles spécialement sûres? Ben non, elles ne sont pas spécialement. L'autre aspect qui fait que la sûreté se dégrade aussi, c'est qu'on a de plus en plus de personnel sous-traitant dans les centrales nucléaires. Alors justement, j'ai eu les chiffres tout à l'heure, alors je les ai marqués, mais maintenant je les retrouve. C'est assez impressionnant, puisque si je les retrouve, je vous dis ça. Je vais bien y arriver, quand même. Voilà. Alors, il y a, par exemple, chez EDF, il y a 50 000 salariés. Alors, tous ne travaillent pas dans le nucléaire, mais bon. Dont 27 000 sous-traitants. Et dans l'ensemble de la filière nucléaire, il y a 220 000 salariés dans 160 000 sous-traitants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus de sous-traitants que de travailleurs permanents. Ce qu'on appelle les travailleurs sous statut, EDF. Et notamment, en fait, c'est toute la maintenance est faite par les sous-traitants maintenant. On travaille avec des travailleurs de la sous-traitance, notamment ceux qui sont dans l'association Ma Zone Contrôlée, mais il y en a aussi avec d'autres salariés de la sous-traitance avec lesquels on est en contact et qui nous donnent donc les informations. Bon. Alors ce qui se passe, c'est qu'il y a à la fois des sous-traitants permanents dans chaque centrale, et puis il y a des sous-traitants itinérants, des salariés sous-traitants itinérants, qui vont, lorsqu'il y a les opérations de maintenance où les réacteurs sont arrêtés, donc à ce moment-là, il faut intervenir, retirer les barres d'uranium et ainsi de suite. Ce sont des sous-traitants qui interviennent. Et le problème, c'est que ce n'est pas une société de sous-traitance, c'est plusieurs sociétés de sous-traitance, avec le problème de coordination entre les équipes, de transmission des infos. Bon, et c'est comme ça que on a appris, c'est avant-hier, je crois que c'est avant-hier, où on a appris que des soudures comme ça, faites par un prestataire,
avait été mal faite dans un certain nombre de centrales. EDF en a recensé déjà 8. Ça dure depuis 2010. Ça a duré de 2010 à 2017. Ils s'en sont rendus compte seulement en 2017. On l'a appris donc ces jours-ci. Donc c'est aussi un autre aspect. C'est-à-dire non seulement il y a des problèmes de sûreté dans nos centrales, vu maintenant la recherche du moindre coût, et donc l'utilisation de ce travailleur sous-traitant, donc, qui pour certains donc, ne sont pas permanents sur une centrale, donc ne connaissent pas l'histoire de la centrale, avec tous les risques que ça apporte. Bon. Mais en plus, c'est l'omerta à chaque fois. Hein, c'est qu'on est toujours informé des incidents bien longtemps après. Et là, même dans ce cas-là, pour l'instant, personne ne sait les soudures, quelle pièce elles portaient. Ça n'a pas été rendu public ni par EDF ni par l'ASN. L'ASN, c'est l'Agence de sûreté nucléaire. Et à chaque fois, il faut qu'il y ait des associations qui portent plainte pour espérer ainsi finir par obtenir l'information. Donc c'est le problème du nucléaire. Donc voilà, donc sur les questions de sûreté, pourquoi aussi la sûreté se dégrade? Parce que les centrales sont vieillissantes et parce qu'il y a une utilisation à outrance du personnel sous-traitant. Pour deux raisons. Un, parce qu'évidemment il est moins payé. Et deux, parce que si, quand en intervention, ils se prennent la dose de radioactivité maximum autorisée, si c'est un travailleur d'EDF, bah, il est suivi sanitairement, il faut lui trouver une reconversion. Bon. Si c'est un travailleur de la sous-traitance, bah, il est viré. Hein, et il se débrouille tout seul avec son suivi sanitaire. Il n'y a pas de suivi. Donc c'est aussi pour ça que nous soutenons les travailleurs de la sous-traitance sur la revendication intégration à EDF et avec les mêmes conditions, de manière à, parce que c'est normal par rapport aux travailleurs, et deux, c'est aussi une manière de renforcer la sûreté des centrales. Et en dehors de ces problèmes de sûreté, il y a maintenant donc un problème de sécurité centrale nucléaire, bon, parce que c'est ce qu'a démontré Greenpeace. C'est qu'en fait, il est facile de s'introduire dans une centrale nucléaire en France. Bon, réponse du gouvernement, c'est Greenpeace qui est condamné, y compris, il y a 2 personnes qui sont condamnées à 2 mois de prison ferme, ce qu'on n'a encore jamais vu sur des actions associatives, bon, plus des grosses amendes à Greenpeace. Mais non seulement, donc ça c'est une action volontaire de Greenpeace pour montrer que la sécurité n'était plus garantie, mais ce qu'il faut savoir, ce qui a un côté drôle et un côté moins drôle, c'est qu'en 2014, à La Hague, ils avaient retrouvé des clandestins dans un camion. Une famille de clandestins qui, des pauvres, croyant partir en Angleterre, se sont retrouvés dans la centrale, enfin, se sont retrouvés dans La Hague. Bon, parce que pas très bien, ils ont dû être plus que déçus. Bon, mais ce qui prouve quand même qu'il y a des vrais problèmes de sécurité. Donc ça, c'est le premier problème de sécurité. Vous savez que donc, dans une centrale nucléaire, il y a à la fois le réacteur et puis il y a ce qu'on appelle la piscine. La piscine. Chaque réacteur a une piscine, plus les 4 piscines de La Hague. Parce que quand une barre d'uranium est retirée du réacteur, quand elle est usée, quand elle est retirée, elle est mise dans une piscine pour être refroidie et faire baisser un peu la radioactivité avant d'être envoyée ensuite à La Hague, où elle est mise de nouveau dans une piscine à La Hague. Bon, j'y reviendrai parce que le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les piscines sont saturées, et donc EDF explique qu'il va falloir construire de nouvelles piscines pour stocker les déchets nucléaires. Mais du coup, ce qu'il faut aussi savoir sur... donc il y a un problème de sécurité sur ces piscines. Ça, c'est aussi. Dernier problème de sécurité, c'est les transports de matières nucléaires en France. Et il y en a énormément. Parce que d'abord, bon, il y a du nucléaire à beaucoup d'endroits en France. Il y a eu des mines d'uranium. Bon, donc, oui, non, ouais. L'uranium, donc, est importé du Niger, je vous ai dit. Enfin, entre autres du Niger. Donc il arrive au port du Havre. Mais le minerai uranium, il est radioactif, mais ça ne fait pas tourner une centrale nucléaire. Donc il faut le traiter et aussi ce qu'on appelle l'enrichir. Donc il est d'abord envoyé près de Narbonne, dans une usine, où il est déjà là préparé. Ensuite il est envoyé à Castin pour être enrichi. Ensuite il est envoyé dans une autre usine dans la Drôme pour être emballé, si on peut dire. Et ensuite il est envoyé dans les centrales où il doit être utilisé. Quand il est usé, je vous ai dit que c'était usé au bout d'un moment, il est retiré, et il est mis dans la piscine, et au bout d'un moment, donc, il est envoyé à la Hague. Donc de nouveau des transports. Ces transports ont lieu soit en camion, et Greenpeace a démontré que
ces transports de camions étaient protégés par 2 voitures de gendarmerie, hein, soit en train, ce qu'on appelle les trains de Castor, fameux, bon, et fameux train de Castor, donc d'ailleurs qui est derrière l'affaire de Tarnac, puisque les jeunes de Tarnac sont accusés d'avoir voulu arrêter un train de transport de matières nucléaires, ce qui s'est fait à un moment donné. C'est-à-dire que les associations, Sortir du nucléaire, Greenpeace et d'autres, effectivement, ont mené des opérations pour dénoncer ces transports de matières nucléaires et donc intervenir sur les transports, sur les trains qui circulaient. Bon. Et donc, il y a constamment des circulations de matériel radioactif en France. C'est secret défense. Donc le seul qui est au courant, c'est le préfet de la zone concernée, bon, et le cheminot qui conduit le train, évidemment, bon, et les gendarmes qui accompagnent. Mais les maires des communes traversées ne sont au courant de rien. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces transports sont dangereux. Bon, d'abord, parce qu'il peut y avoir de l'accident, c'est déjà arrivé, qu'il y ait des camions qui se renversent. Il peut y avoir, en cas d'incendie, il faut savoir que ces castors peuvent résister à un incendie à 800 degrés, mais il y a déjà eu des incendies de matières dangereuses à 1000 degrés. Bon. Et puis, en cas de volonté aussi d'actes terroristes, c'est aussi un problème. Donc vous voyez, donc, la sûreté qui se dégrade, la sécurité qui se dégrade. Donc, le nucléaire n'est pas une énergie sûre. Hein, c'est même une énergie de plus en plus dangereuse. Alors, est-ce que c'est une énergie propre? Parce qu'on dit oui, mais hein, donc le fameux argument, ça ne produit pas de CO2. C'est vrai. Le nucléaire ne produit pas de CO2. Alors, il y a la construction des centrales et tout ça. Il y a le transport, il y a les camions qui transportent les matières nucléaires. Donc, on peut nous dire, bah, c'est vrai pour autre chose. Bon. Donc, on pourrait dire, bah, donc, il n'est pas mauvais, il est bon pour le climat. C'est l'argument qui est de plus en plus utilisé. Sauf que, en écologie, on ne peut pas se contenter de regarder simplement à un endroit, hein, et puis d'éviter de regarder ailleurs. Donc il faut regarder toujours globalement qu'est-ce qui se passe. Or, globalement, le nucléaire est particulièrement dangereux, je dis, à cause de la sûreté et tout ça. Mais le nucléaire, bon, d'abord, s'il faut le refroidir, c'est bien parce qu'il émet de la chaleur. Donc ça, c'est déjà un problème à gérer. Et deuxièmement, il y a de la radioactivité. Il émet de la radioactivité. Il y a de l'émission de la radioactivité au niveau des mines. Je vous ai parlé de la mine d'Ardite. Bon, je vous ai dit qu'il restait donc les mines d'uranium qui ont été fermées en France. Il y a une association qui s'appelle la CRIRAD qui a fait des études, hein, des mesures sur tous ces sites et qui a démontré que l'immense majorité des sites ont des taux de radioactivité plus élevés que la normale. Je dis plus élevés que la normale parce qu'il y a effectivement de la radioactivité naturelle, hein, notamment avec ce qu'on appelle le radon. Bon, il y en a par exemple beaucoup dans le Massif central. Hein. Il y en a en Bretagne, hein, dans le Massif armoricain. Bon, et puis, il y a des restes de tout ce qui a été fait au niveau travail du nucléaire en France. Pas au niveau de l'industrie, pas au niveau des centrales nucléaires, mais par exemple, vous savez que Marie Curie est morte du radium, quoi. Parce que à l'époque, on ne savait pas que c'était dangereux, et ils l'ont manipulée sans précaution, et elle en est morte. Bon, il y a eu plein de lieux où il y a eu utilisation de matières nucléaires qui sont restées contaminées, qui ont été fermées sans décontamination. Et dont des fois on découvre, il y avait une école qui avait été construite, je sais plus, c'était dans le 94, il me semble, hein, qui avait été construite sur un lieu qui était un ancien lieu de... Hein, il y a Kodak aussi, à Vincennes, ouais, c'est ça. Bon, et ainsi de suite. Donc, il y a, de fait, on ne peut pas dire que le nucléaire est une énergie propre parce qu'il y a de fait des contaminations. C'est pas du CO2, mais c'est un autre type de contamination. Et la radioactivité, à la fois, ça a des conséquences, ça contamine les plantes, ça contamine les sols, puis ça contamine les humains. Et un humain contaminé par de la radioactivité, c'est le cancer, hein, quand même. Différents types de cancers, mais le leucémie ou autre. Bon, voilà. Donc voilà un peu sur tous les risques du nucléaire. Donc je vous dis, le seul argument qui aujourd'hui est encore beaucoup utilisé, c'est le CO2. Bon, et du coup, on nous explique donc, comme ça ne produit pas de CO2, comme démanteler des centrales coûte cher, autant les prolonger. Et ça est un argument absurde, parce que de toute façon, à un moment donné, il faut les arrêter quand même. Hein. Bon, donc de toute façon, le coût est le même, que ce soit maintenant ou 10 ans plus tard. Bon. Et on dit, oui, mais remplacer le nucléaire par des énergies renouvelables, alors les éoliennes, c'est moche et c'est bruyant. Bon, ça après, c'est moche, chacun a sa vision de l'esthétique. Hein.
Bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de personnes qui s'extasient sur l'esthétique d'une centrale nucléaire. Bon, voilà. Après, on peut éviter de mettre les éoliennes n'importe où aussi. Hein. Il y a des endroits où peut-être on peut éviter. Bon. Ensuite, il n'y a pas que les éoliennes comme énergie renouvelable. Alors, par rapport donc à cette question de sortie du nucléaire, la France Insoumise défend la sortie du nucléaire, mais défend aussi la sortie des énergies carbonées. Puisque vous avez dit, bon, aujourd'hui, ils ont encore parlé du réchauffement climatique aujourd'hui par rapport à la biodiversité, mais bon, en disant que à l'heure actuelle, bon, la probabilité de rester à 2 degrés d'augmentation des températures, ce qui est normalement l'objectif de l'accord de Paris, hein, de la COP21. Bon, plus personne n'y croit vraiment. Non. Et si on passe à 4 degrés, ce qui est le scénario le pire, 4 degrés et demi, bon, c'est le désastre hein, sur la planète, non seulement pour toutes les espèces de la planète, animales et végétales, mais aussi pour l'espèce humaine, en l'occurrence. Donc il faut sortir de ces énergies carbonées. Bon, les études qui ont été faites disent qu'il faut laisser 85% des énergies carbonées dans le sol. Bon, en commençant par les pires, c'est-à-dire le charbon. On termine avec le charbon, c'est celle qui émet le plus et celle qui est la plus polluante. Bon, et le pétrole, bon, et peu à peu le gaz. Bon, en sachant que pourquoi on a mal maîtrisé cette question du réchauffement climatique, parce qu'il y a des effets qui au départ, quand il y a eu les premières études sur les conséquences du CO2, enfin équivalent CO2, parce qu'il y a le méthane aussi, il y a d'autres gaz, en tant que réchauffement climatique, ce qui n'a pas toujours été vu, c'est le fait que ce n'était pas linéaire. C'est qu'il y a des effets, par exemple, notamment avec le méthane et le réchauffement sur tout ce qu'on appelle le permafrost, hein, bon, qui rejette énormément de méthane, et du coup, le méthane a peut-être une durée de vie bien plus courte que le CO2, mais par contre, il a une puissance de réchauffement climatique bien plus élevée. Donc, il y a des choses qui n'ont pas été vues. Vous avez vu, bon, les pôles fondent beaucoup plus vite. Le réchauffement, il est sur toute la planète, mais pas de la même intensité partout. Donc il y a du coup des choses qui n'ont pas été vues au début sur la façon dont ça se produisait. Donc oui, il faut sortir donc des énergies carbonées, indéniable, mais nous disons qu'il faut aussi sortir du nucléaire parce que alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en plus le nucléaire, c'est 10% de la production électrique sur la planète. Hein, donc bon, c'est pas, il y a 18 pays au monde qui ont du nucléaire. Hein. L'immense majorité des pays n'en ont pas. Alors comment on peut faire? Est-ce que c'est possible? Il y a des fois des gens, ils nous disent, notamment quand on discute avec eux en ce moment, là, non, mais on est d'accord, c'est dangereux et tout, mais comment on fait, quoi? Bon. Mais on peut nous dire la même chose sur le pétrole et sur le... J'aurais plus de télé. Voilà. Bon. Alors, comment on fait? Bon, d'abord, première chose, je vous ai dit qu'en France, en tous les cas, la consommation électrique n'augmentait plus. Bon. Mais de fait, on pourrait la diminuer. On pourrait la diminuer avec plusieurs possibilités. C'est en supprimant tous les gaspillages d'énergie. Gaspillage d'énergie, bah, par exemple, c'est toute l'éveil qu'il y a sur nos appareils. Ça consomme énormément. Greenpeace avait fait un calcul qui disait qu'en France, toute l'éveil existante consommait l'équivalent de la production électrique des 2 réacteurs de Fessenheim. Donc, vous voyez, bon. Alors, on peut, donc, c'est une bataille à mener vis-à-vis des industriels pour qu'ils remettent des interrupteurs sur les produits, mais on peut en attendant chacun mettre un interrupteur entre la prise et son appareil aussi. Déjà, c'est une solution. Bon. Ensuite, il y a tous les panneaux publicitaires, les panneaux déroulants, les panneaux numériques qui ne font qu'augmenter en nombre. Bon, sauf à Paris, puisque pour une raison qui n'a rien à voir, elle a perdu, a disparu de nos rues, ce qui est très bien. Bon, et donc ça consomme aussi énormément, et ça consomme de plus en plus, puisqu'il y en a de plus en plus un peu partout en France. Ensuite, il y a un autre lieu de consommation énergétique qui est très important, c'est tout ce qui est le bâtiment. Bon, je vous ai dit que le plan Messmer, c'était le développement de l'électricité et du coup le développement du nucléaire. Et donc ça a donné lieu au fait que 45% des logements aujourd'hui sont chauffés par de l'électricité. Bon. Mais ce n'est pas en soi l'électricité, c'est la manière dont donc avec les fameux convecteurs électriques, ce qu'on a surnommé les grille-pains, bon, qui sont très mauvais en termes de rendement et qui consomment énormément. Et on s'en rend compte quand il faut payer la facture, quand on a des hivers un peu froids comme cette année. Bon.
Bon, c'est un désastre. Donc ça, première chose, c'est changement des chauffages. Bon. Deuxième chose, c'est l'isolation. L'isolation des bâtiments. Et l'isolation des bâtiments, il faut la concevoir comme une isolation globale. Bon. C'est vrai que changer les fenêtres, déjà, on sent la différence hein, quand on habite dans un logement mal isolé, mais pour que ce soit le plus efficace, il faut à la fois isoler les toits, isoler les murs, et changer les fenêtres, et changer le mode de chauffage. Donc ça, c'est pas difficile à faire. Le problème, c'est qu'il faut donner les moyens hein, aux personnes de pouvoir le faire, parce que tout le monde n'a pas les moyens de se payer ça. Ça coûte quand même pas mal d'argent. Bon. Donc, ça, c'est une question de politique publique pour avoir cette politique de rénovation thermique. Alors, le gouvernement doit annoncer son plan vendredi matin, ou vendredi 16h, je ne sais plus. Enfin, vendredi. Bon. Le gouvernement précédent avait annoncé la rénovation thermique de 500 000 logements par an. En fait, dans les faits, ça a été divisé par 2 et encore. Ce gouvernement a repris le chiffre de 500 000. Mais dans le budget qui a été voté en décembre, en fait, ils ont mis de l'argent que pour 250 000. Bon. Donc on va voir, je me dis, on va voir ce qu'ils annoncent vendredi pour savoir si c'est entre les paroles et les actes, s'il n'y a pas un... Et vous voyez que ça, c'est vraiment une question de volonté politique. C'est rien de plus. Et ça fait des économies énormes. Hein. Donc, une fois qu'on a fait toutes les économies, il faut aussi, on peut aussi, les entreprises, donc on fait quand même pas mal d'efforts hein, sur les consommations énergétiques pour une simple raison qui est une raison financière. Hein. Les magasins aussi, ils viennent parce que c'est aussi un problème financier. Bon, les communes, ils viennent. Vous savez que maintenant, en fait, la loi de transition énergétique, la votée en 2015, exige l'extinction de l'éclairage public de minuit à 6h du matin. Bon. Alors, avec des dérogations. Bon, pas au moment de Noël, pas... et puis pas dans les zones touristiques, ainsi de suite. Mais même comme ça, en fait, la loi n'est pas respectée. Parce qu'il n'y a pas de contrôle. C'est le problème général dans notre pays aujourd'hui, c'est que comme on a licencié, dans tous les services, on a licencié les contrôleurs et les inspecteurs, un peu partout. Hein, donc, malheureusement, c'est aussi vrai pour l'application de cette loi. Donc, il ne suffit pas des fois de voter des lois. S'il n'y a pas les moyens de contrôle derrière, c'est pas d'une efficacité monstrueuse. Ceci étant, comme il y a quand même pas mal de maires, d'abord, qui sont convaincus qu'il faut le faire, donc 2, qui en plus savent que ça va, en général, ça réduit de 30% la facture électrique de la commune. Donc ça motive ça aussi. Hein. Bon, voilà. Donc ça se fait quand même, mais c'est vrai qu'il faut que ce serait bien qu'on ait une mobilisation citoyenne pour exiger dans toutes nos communes que la loi soit appliquée, parce que c'est meilleur pour la planète, meilleur pour les oiseaux nocturnes et meilleur pour la consommation électrique. Bon. Ensuite, une fois qu'on a lutté contre, on a mis en place donc, et de la sobriété et d'efficacité énergétique, bah oui, les énergies renouvelables. Vous voyez, j'ai dépassé. Bon, j'ai terminé en 10 minutes. Les énergies renouvelables, alors, en France, on a la chance de toutes les avoir à disposition. Ce n'est pas le cas de tous les pays. Mais en France, on peut avoir de l'éolien. On est un des pays qui est le 2e pays en puissance éolienne possible au niveau de l'Union européenne. On peut avoir du photovoltaïque. L'Allemagne, les pays nordiques ont plus de photovoltaïque que la France à l'heure actuelle. Et ils ne sont pas au sud de la France. Hein, donc on peut avoir du photovoltaïque. Bon, beaucoup plus que ce qui est aujourd'hui installé en France. On peut avoir des énergies marines, mais visiblement, c'est repoussé constamment. On peut avoir de la biomasse. C'est autorisé, mais depuis pas si longtemps que ça. Hein. Ça a été longtemps interdit en France, de faire de l'électricité à partir de la biomasse. On a de la géothermie. Alors, regardez vraiment l'absurdité des fois. En France, donc, on a de la géothermie. Il y en a dans le bassin parisien. Hein, il y en a dans l'Est. Et il y a 3 endroits du territoire national où il y a... Alors là, ça foisonne. Non, personne n'imagine où est-ce qu'on pourrait faire de la géothermie massivement. Hein? Dans tout simplement la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion. Hein? Bon, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il faut savoir, c'est qu'un pays comme le Costa Rica, qui est un petit pays, alors on nous dit oui, mais c'est un petit pays, c'est pas un exemple. Sauf qu'il y a plein de petits pays qui, eux, fonctionnent au pétrole et ainsi de suite. Bon, le Costa Rica oscille, selon les années, entre 95 et 98% d'énergie renouvelable. Bon. Mais parce qu'ils ont compris une chose, c'est qu'eux aussi, c'est un pays de volcans.
Donc ils ont compris une chose, c'est que la ressource énorme qu'ils pouvaient avoir, ils ont beaucoup d'hydraulique aussi, mais qu'ils pouvaient aussi avoir beaucoup de géothermie. Et la géothermie, pas conçue que comme géothermie pour du chauffage, mais géothermie produisant de l'énergie électrique. Ce qu'on sait faire, puisqu'il y a une usine en Guadeloupe, à Bouillante, qui est une usine de géothermie de production électrique, et évidemment, vu l'ambiance actuelle, l'usine a été privatisée, alors que c'était une usine publique. Hein. Comme on est en train de privatiser les barrages hydrauliques, comme vous avez vu, il y avait une grande mobilisation hier des salariés du secteur. Barrages hydrauliques qui ont été payés, comme la centrale de Bouillante, qui ont été payés par les impôts de tous les contribuables, et qui vont être barrages hydrauliques, donc qui vont être vendus et exigés par l'Union européenne, qui vont être vendus à des entreprises privées qui n'auront pas dépensé un centime pour investir dans ces barrages, mais qui vont par contre, eux, récupérer les bénéfices de ces barrages. Alors avec un grave problème. Alors d'abord, la loi telle qu'elle est transposée, la directive telle qu'elle est transposée, interdit à EDF de posséder plus de 60% d'un lot de barrages, de manière à bien empêcher EDF de garder les barrages. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, la France aurait pu décider de déclarer les barrages comme un service public d'intérêt général, je ne sais plus comment c'est, vous vous rappelez à l'époque du TCE, on a beaucoup travaillé là-dessus. Bon, la France ne l'a pas fait, ni le gouvernement précédent, ni celui-ci. Donc les barrages vont être privatisés. Qu'est-ce qui peut se passer? C'est que l'avantage des barrages hydrauliques en production d'électricité, c'est que c'est très souple. Vous pouvez vraiment jouer sur la production ou pas, quoi. Bon, sauf en période de canicule. Là, mais autrement, d'autres périodes, ça sert de stockage, et ainsi de suite. Mais une entreprise privée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va regarder quel est le prix du kilowattheure sur le marché européen, et elle va vendre en plus offrant, selon ce qu'il arrange pour faire du fric, quoi. Et donc, toute la régulation, qui est à l'heure actuelle, donc la régulation utilisée avec l'hydraulique, va tomber. Tomber à l'eau, si on peut dire? Non, pardon. Mauvais comme blague. Bon, voilà. Donc, ce qui, du coup, montre l'intérêt de garder la maîtrise publique de l'énergie. Si on veut organiser la sortie des énergies carbonées, la sortie du nucléaire, il faut planifier cette sortie et il faut avoir la maîtrise publique de l'énergie. Donc ça, c'est incontournable. Et c'est ça qu'en privatisant, que ce gouvernement ultralibéral nous enlève. Et donc, finalement, il ne peut pas ensuite, on se demande ce que fout Nicolas Hulot, outre le fait qu'il avale tout, la relance du nucléaire et ainsi de suite. Bon, mais en plus, ça, la privatisation des barrages, ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité d'organiser la transition énergétique. Alors, donc je vous ai parlé des barrages, je vous ai dit, ensuite, pour développer les énergies renouvelables en France, il faut, comme je vous ai dit, on les a à disposition toutes, mais pas toutes partout. Donc la proposition qu'on fait, c'est de définir des schémas territoriaux énergétiques sur un territoire donné. Vous faites une étude pour savoir quelle est là où les énergies renouvelables les plus intéressantes, et notamment pour aussi prendre en compte les questions d'intermittence, que ce soit du photovoltaïque ou de l'éolien. Donc il faut le coupler avec soit la biomasse, soit la géothermie, et ainsi de suite, en fonction des territoires. Bon. Et donc, c'est très important donc, d'avoir la maîtrise de la production d'énergie. Mais avoir la maîtrise de la production d'énergie, ça ne veut pas dire avoir une énergie centralisée comme on l'a à l'heure actuelle avec le nucléaire. Il faut au contraire aller vers un développement massif de l'autoproduction énergétique. C'est-à-dire que si vous allez vers des bâtiments bien isolés, alors des anciens bâtiments, vous n'arrivez pas à ce qu'on appelle des bâtiments passifs, ni même actifs. Bon, mais déjà vous consommez beaucoup moins. Et donc du coup, vous pouvez, sur la base d'énergie renouvelable, alors ça dépend, ça peut être une pompe à chaleur, ça peut être du photovoltaïque, ça peut être même une éolienne dans le jardin, voilà. Vous pouvez donc arriver à produire l'énergie dont vous avez besoin, et quand vous avez du surplus, le vendre à EDF. Donc ça, c'est un niveau individuel. C'est maintenant autorisé. Ça a été longtemps interdit. C'est maintenant autorisé, depuis 2017. Les décrets sont sortis. Mais vous pouvez aussi faire de l'autoproduction collective. C'est-à-dire, par exemple, il existe ce qu'on appelle des centrales villageoises. Donc ce sont des personnes qui se regroupent en coopérative et qui mettent en place un projet sur un territoire. Ça peut être une commune, ça peut être un peu plus large qu'une commune, sur une intercommunalité,
qui se regroupent pour financer justement des projets d'énergie renouvelable à l'échelle d'un micro-territoire, quoi. Donc c'est ça qu'il faut absolument développer au maximum pour aller au maximum des capacités d'autoproduction, soit individuelles, soit locales, sous la forme donc de coopératives, d'associations citoyennes, de régies publiques. Il reste des régies publiques d'électricité en France. Ouais, je termine là. Voilà. Donc vous voyez que c'est vraiment, il y a des possibilités. Et c'est pour ça que donc, dans le programme de l'avenir en commun, on avait proposé d'aller vers 100% d'énergie renouvelable en 2050. Bon, on ne l'a pas inventé, on s'est basé sur les scénarios qui ont été étudiés par d'autres, notamment donc, le scénario négawatt. Négawatt, ce n'est pas que des associatifs. Dans les associatifs, il y a des ingénieurs, il y a des chercheurs. Hein, c'est pas, bon. L'ADEME a fait un scénario aussi à 100% d'énergie renouvelable. Donc, c'est de dire que si des institutions comme celle-ci, donc l'ADEME est une institution publique, produisent des scénarios où ils disent c'est possible d'aller vers un scénario 100% d'énergie renouvelable, en commençant donc par la sobriété et l'efficacité énergétique, nous disons oui, il faut saisir ces propositions, il faut s'en emparer et le mettre en œuvre parce que c'est à la fois meilleur pour la planète et c'est aussi meilleur tout simplement pour la vie au quotidien, parce que ça veut dire que dans une maison qui est bien isolée, qui est bien chauffée, les enfants ne sont pas malades à cause du fait qu'ils vivent dans une passoire énergétique. Bon, et puis quand on est bien chez soi, on vit quand même mieux que quand on n'a pas de quoi se chauffer et qu'on est en train de grelotter pendant les 3 mois d'hiver. Voilà, donc je crois que j'ai à peu près tout dit, mais de toute façon, vous allez dire plein de choses à partir de vos interventions. Merci.